Dans les registres municipaux de la ville de Paraty, État de Rio de Janeiro, Brésil, une annotation datée du 23 avril 1847 demeure encore aujourd'hui une énigme pour les historiens locaux. Elle mentionne la dissolution d'un contrat entre 5 hommes affranchis et un certain Gaspar Veloso da Costa, propriétaire de la fazenda Santa Eulalia. Le document porte les signatures de 6 personnes, mais la nature exacte de ce contrat n'est jamais précisée. Ce qui rend cette note particulièrement troublante, c'est une phrase ajoutée en marge, d'une écriture différente, probablement celle d'un notaire. Que Dieu ait pitié de leurs âmes, car la justice des hommes n'a pas suffi. Avant de poursuivre cette histoire qui va vous glacer le sang, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Maintenant, plongeons dans les ténèbres de Santa Eulalia. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Santa Eulalia, il faut remonter aux années 1830, dans une région côtière du Brésil qui vivait encore pleinement l'âge d'or du café et de la canne à sucre. L'Empire brésilien, tout juste indépendant depuis une décennie, maintenait un système esclavagiste brutal qui ne serait aboli que bien des années plus tard. Les fazendas, ces immenses propriétés agricoles, constituaient de véritables royaumes isolés où le maître possédait un pouvoir quasi absolu sur des centaines d'êtres humains réduits en esclavage. La fazenda Santa Eulalia s'étendait sur près de 1000 hectares de terres fertiles à une journée de voyage de Paraty. La propriété avait été fondée en 1789 par Joaquim Veloso da Costa, grand-père de Gaspar, un homme d'affaires portugais qui avait fait fortune dans le commerce du sucre. La grande maison coloniale, avec ses murs blanchis à la chaux et son toit de tuiles rouges, dominait les champs de canne à sucre qui s'étiraient jusqu'à la ligne d'horizon. Derrière la maison principale se trouvaient les senzalas, ces baraquements où s'entassaient les esclaves dans des conditions inhumaines. En 1838, Santa Eulalia comptait environ 160 esclaves, principalement des hommes et des femmes d'origine africaine, amenés de force sur ces terres pour y travailler jusqu'à l'épuisement. Gaspar Veloso da Costa, alors âgé de 42 ans, avait hérité de la propriété à la mort de son père en 1835. Contrairement à ses ancêtres qui avaient bâti la fortune familiale par le labeur acharné et une gestion rigoureuse, Gaspar était un homme faible, gouverné par ses vices. Il passait ses journées à boire du rhum local, à jouer aux cartes avec d'autres propriétaires de la région et à dilapider l'argent que ses ancêtres avaient accumulé. Les registres de la maison de commerce de Paraty montrent qu'entre 1835 et 1839, Gaspar avait accumulé des dettes considérables. Il devait de l'argent aux marchands portugais qui fournissaient les outils agricoles, aux banquiers de Rio de Janeiro qui lui avaient prêté pour maintenir les apparences, et même à d'autres fazendeiros qui avaient couvert ses pertes au jeu. Mais Gaspar n'était pas seul à Santa Eulalia. En 1836, il avait épousé Amélia Rodrigue Ferreira, fille d'un commerçant prospère de Paraty. Amélia avait alors 23 ans, et les témoignages de l'époque la décrivent comme une femme d'une beauté remarquable, au teint pâle typique des Portugaises de bonne famille, avec de longs cheveux noirs qu'elle portait en chignon strict selon la mode de l'époque. Elle était également instruite, ce qui était rare pour les femmes de son temps. Elle savait lire, écrire et tenir les comptes d'une maison. Le mariage avait été arrangé par les familles, comme c'était la coutume. Le père d'Amélia voyait en Gaspar un bon parti, propriétaire d'une fazenda prospère. Il ne savait pas encore que la fortune des Veloso da Costa se dissolvait rapidement sous la gestion désastreuse du dernier héritier. Amélia elle-même n'avait pas eu son mot à dire. Elle avait été élevée pour obéir, pour être une épouse docile et une maîtresse de maison compétente. Et c'est ce qu'elle fut, du moins au début. Les premiers mois du mariage furent supportables. Gaspar buvait, certes, mais il n'était pas encore violent. Amélia s'occupait de la maison, supervisait les domestiques, organisait les repas. Elle découvrit rapidement que son mari n'avait aucun intérêt pour la gestion de la fazenda. C'était le contremaître, un certain Bernardo Silva, qui s'occupait de tout, depuis les récoltes jusqu'à la discipline dans les senzalas.
Bernardo était un homme dur, au visage marqué par le soleil tropical et les années de travail brutal. Il appliquait les châtiments corporels avec une régularité méthodique, considérant que la peur était le seul moyen de maintenir l'ordre parmi les esclaves. Amelia assistait parfois à ces punitions depuis la véranda de la grande maison. Les cris des suppliciés résonnaient dans la cour, suivis du claquement du fouet. Elle détournait alors le regard, mal à l'aise, mais incapable d'intervenir. Que pouvait-elle faire? Elle n'était qu'une femme, et dans ce monde d'hommes, sa parole ne comptait guère. Elle se concentrait sur son rôle. Gérer les serviteurs de la maison, broder, prier dans la petite chapelle que le grand-père de Gaspard avait fait construire à l'extrémité est de la propriété. Mais au fil des mois, la situation se dégrada. Gaspard buvait de plus en plus, rentrait tard dans la nuit, souvent accompagné d'autres fazenderos ivres avec qui il avait joué toute la soirée. Les disputes entre Amelia et son mari devinrent fréquentes. Elle lui reprochait sa négligence, son incapacité à tenir les comptes, ses dépenses inconsidérées. Lui répondait avec violence, d'abord verbale puis physique. Les domestiques commencèrent à remarquer les bleus sur les bras d'Amelia, les marques qu'elle tentait de dissimuler sous ses manches longues. C'est en février 1839 que tout bascula. Les créanciers de Gaspard, de plus en plus impatients, commencèrent à exiger le remboursement immédiat de leurs prêts. Les registres de l'époque mentionnent une somme totale d'environ 40 contos de rei, une fortune considérable qui équivalait à plusieurs années de revenus de la fazenda. Gaspard se retrouva acculé. Il ne pouvait pas vendre Santa Eulalia, car la propriété était légalement protégée par un majorat qui empêchait sa division ou sa vente pour préserver l'héritage familial. Il ne pouvait pas vendre suffisamment d'esclaves pour couvrir ses dettes sans compromettre la production de la fazenda, ce qui ne ferait qu'aggraver sa situation. C'est alors qu'il rencontra 5 hommes qui allaient devenir les acteurs centraux de ce drame. Il s'agissait d'anciens esclaves qui avaient réussi à acheter leur liberté au fil des années. Leurs noms apparaissent dans plusieurs documents de l'époque. Thomas, un homme d'une quarantaine d'années qui avait été forgeron avant son affranchissement. Lorenzo, environ 35 ans, qui travaillait comme charpentier. Matthäus, le plus jeune à 28 ans, journalier agricole. Sébastien, 40 ans, qui avait été cocher. Et enfin Vicente, le plus âgé à 52 ans, qui possédait une petite parcelle de terre où il cultivait des légumes qu'il vendait au marché de Paraty. Ces 5 hommes avaient tous travaillé à Santa Eulalia à un moment ou un autre de leur vie d'esclave. Ils connaissaient la fazenda, ils connaissaient Gaspard, et surtout, ils avaient économisé patiemment leurs maigres gains pour constituer une somme d'argent non négligeable. Ensemble, ils possédaient environ 25 contos de rei, fruit de plus de 15 ans de labeur acharné et d'économies drastiques. La rencontre eut lieu dans une taverne de Paraty, un établissement malfamé où se mélangeaient marins, contrebandiers et hommes en quête de discrétion. Gaspard était venu chercher de l'argent, désespéré, prêt à accepter n'importe quel arrangement. Thomas et ses compagnons étaient là pour discuter de l'achat possible d'une petite parcelle de terre qu'ils pourraient exploiter ensemble. C'est Gaspard qui les aborda, reconnaissant en Thomas un ancien esclave de Santa Eulalia. La conversation commença de manière banale. Gaspard, dans un état d'ivresse avancée, se plaignit de ses dettes, de ses créanciers impitoyables. Thomas, homme prudent et calculateur, écouta attentivement. Il savait que les fazenderos endettés pouvaient être amenés à faire des concessions impensables en temps normal. Il savait aussi que lui et ses compagnons possédaient quelque chose que Gaspard désirait désespérément, de l'argent liquide. Ce qui fut proposé ce soir-là reste flou dans les archives. Aucun document écrit ne subsiste de cette première conversation. Mais selon les témoignages recueillis plus tard par le curé de Paraty, le père Antonio Carvalho, lors de confessions que certains des protagonistes firent des années après, un marché fut conclu. Un marché qui fait frémir par son caractère monstrueux et sa précision clinique. Gaspard proposa quelque chose d'inimaginable.
En échange des 25 contos de Reis que possédaient les 5 hommes affranchis, il leur offrirait l'usage de sa femme Amélia pendant une période d'1 an. Pas simplement comme domestique ou gouvernante, mais comme propriété. Les 5 hommes pourraient vivre à Santa Eulalia, dans une dépendance rénovée de la fazenda. Et Amélia devrait leur obéir en tout, vivre avec eux, partager leur quotidien. Le silence qui suivit cette proposition dut être assourdissant. Thomas, selon les témoignages, resta muet pendant de longues minutes, ses compagnons également. Aucun d'entre eux n'avait imaginé qu'un homme, même accablé de dettes, puisse proposer une telle chose. Mais Gaspard, dans sa déchéance, ne voyait plus sa femme comme un être humain. Il la voyait comme un bien, au même titre que ses esclaves, ses terres, son bétail. Et comme tous ses autres biens, elle pouvait être négociée. Ce qui poussa les 5 hommes à accepter demeure un mystère troublant. Était-ce la revanche contre un système qui les avait déshumanisés pendant des décennies? Était-ce simplement l'opportunité de posséder ce qu'ils n'avaient jamais pu avoir, le luxe de dominer à leur tour? Ou était-ce quelque chose de plus sombre encore, une soif de justice tordue qui les poussait à infliger à cette femme blanche ce qu'eux et leurs compagnons d'infortune avaient subi? Les archives ne nous disent pas exactement quand le contrat fut signé, mais les registres paroissiaux de Paraty mentionnent qu'en mars 1839, 5 hommes affranchis achetèrent collectivement une dépendance de la fazenda Santa Eulalia pour une somme de 25 contos de Reis. Le document officiel parle d'un droit d'habitation et d'exploitation agricole, mais ne mentionne rien d'autre. C'était un contrat en apparence normal, le genre de transaction qui se produisait régulièrement dans la région. Mais il existait un autre document, non enregistré officiellement, que seuls Gaspard et les 5 hommes signèrent. Un document qui détaillait les véritables termes de l'accord. Ce document ne survécut pas aux événements qui allaient suivre, mais plusieurs témoins en parlèrent plus tard, et leur description concorde suffisamment pour qu'on puisse en reconstituer les grandes lignes. Le contrat stipulait qu'Amélia Rodrigues Ferreira Veloso da Costa devrait résider dans la dépendance avec les 5 hommes pour une durée d'1 an, du 1er avril 1839 au 31 mars 1840. Pendant cette période, elle serait considérée comme étant sous l'autorité exclusive des 5 hommes. Elle devrait leur obéir, s'occuper de leurs besoins domestiques et accepter leur compagnie sans possibilité de refus. En échange, Gaspard recevait immédiatement les 25 contos de Reis qui lui permettraient de régler une partie de ses dettes les plus pressantes. Le document précisait également que si Amélia tentait de fuir ou de porter plainte auprès des autorités, Gaspard s'engageait à témoigner publiquement qu'elle avait accepté cet arrangement de son plein gré pour sauver l'honneur de la famille. Dans une société où la parole d'une femme valait peu face à celle de son mari, cela équivalait à la condamner au silence et à l'opprobre public. Amélia ne fut informée de cet arrangement qu'après la signature du contrat. Ce fut Gaspard lui-même qui le lui annonça, un soir de la fin mars, alors qu'elle brodait dans le salon de la grande maison. Selon les témoignages d'une servante, Maria Daluz, qui écoutait derrière la porte, Amélia refusa d'abord de croire ce que son mari lui disait. Elle pensa qu'il plaisantait cruellement, qu'il cherchait à la blesser avec ses mots. Mais quand Gaspard lui montra le contrat, quand il lui expliqua avec une froideur clinique que c'était la seule solution pour éviter la ruine totale, que ses créanciers allaient tout saisir, y compris ses bijoux et ses vêtements, Amélia comprit que ce n'était pas une plaisanterie. Son mari venait littéralement de la vendre comme on vend un meuble ou un animal. Si cette histoire vous glace le sang, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce contrat monstrueux. Croyez-vous qu'Amélia a vraiment été forcée ou pensez-vous qu'elle a eu un rôle dans ce qui allait suivre? Le 1er avril 1839 marqua le début de l'année la plus sombre de la vie d'Amélia. Ce matin-là, alors que le soleil se levait sur les champs de canne à sucre de Santa Eulalia, Gaspard ordonna à sa femme de rassembler ses affaires personnelles. Elle avait droit à 3 robes, ses effets de toilette et rien d'autre. Pas de bijoux, pas de livres,
Pas de ces petits objets personnels qui font qu'une maison devient un foyer. Amelia obéit mécaniquement, le visage vide de toute expression. La servante Maria Dallouz, qui l'aidait à préparer son maigre baluchon, raconta plus tard qu'elle n'avait pas versé une seule larme. C'était comme si une partie d'Amelia était déjà morte à l'intérieur, comme si son esprit s'était retiré dans un lieu où la douleur ne pouvait l'atteindre. La dépendance où elle devait vivre se trouvait à environ 300 mètres de la grande maison, de l'autre côté des écuries. C'était une construction rectangulaire en pierre et bois, qui avait autrefois servi de logement au contremaître, avant que celui-ci ne s'installe plus près des Senzala. Le bâtiment comportait 4 chambres de taille modeste, une pièce commune avec une cheminée et une table, et une cuisine rudimentaire. Les 5 hommes avaient passé les dernières semaines à rénover l'endroit, à le rendre habitable selon leurs standards. Quand Amelia arriva, accompagnée par Gaspard qui tenait à s'assurer qu'elle ne tenterait pas de fuir, les 5 hommes l'attendaient devant la porte. Thomas se tenait au centre, les bras croisés, son visage tanné par le soleil ne trahissant aucune émotion. À sa gauche, Lourenço et Mathéus, visiblement mal à l'aise, évitaient de croiser le regard d'Amelia. À sa droite, Sébastien et Vicente, plus âgés, affichaient une expression difficile à déchiffrer, mélange de satisfaction et de quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Gaspard prononça quelques mots, rappelant les termes du contrat, puis tourna les talons sans un regard pour sa femme. Amelia le regarda s'éloigner. Cette silhouette, qui avait été son mari, son protecteur selon les vœux du mariage, et qui l'abandonnait maintenant comme un paquet encombrant. Quelque chose se brisa définitivement en elle à ce moment-là. Les premiers jours furent marqués par un silence pesant. Thomas, qui s'était naturellement imposé comme le leader du groupe, expliqua à Amelia les règles de la maison. Elle dormirait dans la plus petite des chambres, seule, du moins pour l'instant. Les 5 hommes se partageraient les autres chambres. Elle serait responsable de la cuisine, du nettoyage, de la lessive. Elle prendrait ses repas avec eux, à la table commune. Elle ne quitterait pas la dépendance sans permission explicite. Amelia écouta sans répondre, puis se retira dans sa chambre. C'était une pièce spartiate, avec un lit étroit, une petite table de nuit et une fenêtre qui donnait sur les champs. Elle s'assit sur le lit et regarda fixement le mur pendant des heures, incapable de pleurer, incapable même de ressentir quoi que ce soit. Les jours suivants établirent une routine étrange. Amelia se levait à l'aube, préparait le petit déjeuner pour les 5 hommes qui partaient travailler au champ ou en ville selon les jours. Elle passait ensuite la matinée à nettoyer la dépendance, à laver les vêtements dans la rivière proche, à préparer les repas. Les hommes rentraient à midi pour déjeuner, puis repartaient jusqu'au soir. Ce qui frappait les observateurs extérieurs, les rares personnes qui eurent vent de la situation, c'était le silence qui régnait dans cette dépendance. Les hommes parlaient peu entre eux et encore moins à Amelia. Elle-même ne prononçait que le strict minimum, répondant aux questions par oui ou par non. C'était comme si tous les habitants de cette maison étaient prisonniers d'un cauchemar éveillé, dont personne ne savait comment sortir. Mais ce calme apparent cachait des tensions souterraines. Mathéus, le plus jeune des 5, semblait de plus en plus mal à l'aise avec la situation. Il évitait Amelia du regard, mangeait rapidement et se retirait dans sa chambre dès qu'il le pouvait. Lourenço, lui, observait la jeune femme avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Vicente, l'ancien, adopta une attitude presque paternelle envers Amelia, lui demandant parfois si elle avait besoin de quelque chose, si la charge de travail n'était pas trop lourde. Cette sollicitude, venant d'un homme qui avait pourtant accepté ce contrat monstrueux, rendait la situation encore plus dérangeante. Sébastien restait distant, froid, traitant Amelia avec la même indifférence qu'il aurait montré à un domestique quelconque. Il était celui qui donnait le plus d'ordre, qui exigeait que les repas soient prêts à l'heure, que ses vêtements soient lavés correctement. Pour lui, Amelia était simplement une servante qu'ils avaient payée très cher. Et puis, il y avait Thomas, le leader, celui qui avait négocié le contrat avec Gaspard. Il observait tout, contrôlait tout, mais parlait peu.
Son regard sur Amelia était celui d'un homme qui évalue un investissement, qui cherche à maximiser le retour sur son argent. Ce regard terrifiait Amelia plus que les ordres brusques de Sébastien ou l'attention dérangeante de Lorenzo. 3 semaines après le début de cet arrangement, quelque chose changea. Ce fut subtil au début, presque imperceptible. Amelia commença à parler davantage. Non pas qu'elle soit devenue bavarde, mais elle ne se limitait plus aux réponses monosyllabiques. Quand Vicente lui demandait si le repas était prêt, elle répondait par une phrase complète. Parfois même ajoutait un détail sur ce qu'elle avait cuisiné. Ce changement intrigua les 5 hommes. Ils s'attendaient à ce qu'Amelia se renferme de plus en plus, qu'elle devienne une coquille vide, brisée par l'humiliation. Au lieu de cela, elle semblait s'adapter. Elle continuait à accomplir ses tâches avec diligence, mais il y avait dans ses gestes une sorte d'assurance nouvelle, comme si elle avait accepté sa situation et décidé d'y survivre du mieux possible. C'est Lorenzo qui remarqua en premier qu'Amelia avait commencé à modifier légèrement son apparence. Elle qui portait toujours des robes strictes, boutonnées jusqu'au cou, avait commencé à laisser ouverts les premiers boutons, révélant une parcelle de peau à la base de la gorge. Ses cheveux, toujours tirés en chignon serré, étaient maintenant coiffés de manière plus souple, quelques mèches encadrant son visage. Ces changements étaient minimes, mais dans le contexte de leur situation, ils prenaient une signification troublante. Un soir, alors que les hommes terminaient leur dîner, Amelia ne se retira pas immédiatement dans sa chambre, comme elle le faisait habituellement. Elle resta assise à table, les mains posées devant elle, et rompit le silence. « Je voudrais vous poser une question. Pourquoi avez-vous accepté la proposition de mon mari ?» Les 5 hommes se figèrent. C'était la première fois qu'Amelia prenait l'initiative d'une conversation, la première fois qu'elle posait une question directe. Thomas, après un long moment de silence, répondit « Parce que nous le pouvions. Parce que pendant des années, nous avons été traités comme des objets, comme des bêtes. Et voici qu'on nous offrait l'opportunité d'inverser les rôles. Mais je ne vous ai jamais fait de mal, répondit Amelia calmement. Je ne vous ai jamais fouetté, jamais humilié. Je n'étais qu'une spectatrice impuissante du système dans lequel nous vivions tous. Tu étais l'épouse du maître, intervint Sébastien avec dureté. Tu profitais de notre travail, tu vivais dans le luxe pendant que nous croupissions dans les senzalas. Ta passivité était une forme de complicité. Amelia hocha lentement la tête, comme si elle réfléchissait à ces mots. Puis elle dit quelque chose qui glaça le sang de tous les hommes présents. Vous avez raison, j'étais complice. Mais vous, maintenant, qu'êtes-vous devenu? En acceptant ce contrat, vous êtes devenu exactement ce que vous détestiez. Des maîtres qui possèdent un être humain. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mateus se leva brusquement et quitta la pièce. Vicente baissa les yeux, incapable de soutenir le regard d'Amelia. Même Thomas, d'habitude si sûr de lui, sembla perdre contenance. Seul Sébastien soutint le regard d'Amelia, mais son visage trahissait une rage mêlée de quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Amelia se leva alors et se retira dans sa chambre, laissant les 4 hommes restant dans un silence pesant. Ce soir-là marqua un tournant. Quelque chose s'était déplacé dans les rapports de force. Amelia avait cessé d'être une victime passive. Elle était devenue un miroir qui renvoyait aux 5 hommes l'image de ce qu'ils étaient devenus. Les jours suivants virent s'installer une dynamique encore plus étrange. Amelia continua à accomplir ses tâches, mais elle le faisait maintenant avec une sorte d'efficacité distante qui mettait les hommes mal à l'aise. Elle ne se plaignait jamais, ne protestait jamais, mais sa présence même était devenue un reproche silencieux. C'est à cette période que commencèrent à circuler des rumeurs dans la fazenda. Les esclaves qui travaillaient au champ avaient remarqué l'arrangement étrange qui s'était mis en place. Ils voyaient la señora, l'épouse du maître, vivant dans la dépendance avec 5 hommes affranchis. Les spéculations allaient bon train. Certains pensaient qu'elle avait été chassée de la grande maison pour adultère. D'autres imaginaient des scénarios plus sordides. Personne ne connaissait la vérité, mais tous sentaient que quelque chose de profondément anormal se déroulait. Gaspard, de son côté, faisait comme si de rien n'était.
Il avait utilisé l'argent des 5 hommes pour apaiser ses créanciers les plus menaçants, et il continuait sa vie de débauche. Il ne rendait jamais visite à la dépendance, n'interrogeait jamais les 5 hommes sur le déroulement de leur arrangement. Pour lui, le marché était conclu et il n'avait plus à s'en préoccuper. Mais il y avait une personne qui observait attentivement l'évolution de la situation. Le père, Antonio Carvalho, le curé de Paraty. Un domestique de la fazenda, troublé par ce qu'il avait entendu et vu, était venu se confier à lui. Le prêtre, homme d'une 60aine d'années qui avait vu bien des horreurs dans cette région esclavagiste, fut néanmoins choqué par ce récit. Il décida de surveiller la situation de près, se rendant régulièrement à Santa Eulalia sous prétexte de visite pastorale. Lors d'une de ces visites, en mai 1839, le père Antonio réussit à parler seul à seul avec Amelia. Ils se rencontrèrent dans la petite chapelle de la fazenda, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Le prêtre demanda directement à Amelia si elle était retenue contre sa volonté, si elle avait besoin d'aide pour s'échapper. La réponse d'Amelia le déconcerta profondément. Elle lui dit, d'une voix calme et posée, qu'elle ne souhaitait pas s'échapper, que cet arrangement, aussi monstrueux qu'il paraisse, lui avait paradoxalement ouvert les yeux sur la nature véritable de son mariage et de la société dans laquelle elle vivait. Elle ajouta quelque chose que le père Antonio nota dans son journal personnel, un document qui fut découvert bien des années après sa mort. « Mon père, j'ai passé ma vie à être la propriété de quelqu'un. D'abord celle de mon père, qui m'a marié sans me consulter. Puis celle de mon mari, qui me traitait comme un bien parmi d'autres. Maintenant, je suis la propriété de 5 hommes au lieu d'un seul. Mais au moins, avec eux, l'illusion est tombée. Il n'y a plus de mensonges sur l'amour, le respect, le devoir conjugal. Il n'y a que la vérité nue de ce que je suis dans cette société, un objet. » Le père Antonio tenta de lui faire comprendre qu'elle pouvait porter plainte, que l'Église la protégerait. Mais Amelia secoua la tête. Elle savait que dans une société où la parole d'une femme valait si peu, où le témoignage de son mari serait toujours privilégié, une telle démarche ne mènerait qu'à son déshonneur public. Elle préférait endurer cette situation dans le relatif secret de la fazenda, plutôt que de devenir la risée de toute la région. Au cours des mois suivants, la dynamique au sein de la dépendance évolua de manière imprévisible. Les 5 hommes, qui au départ formaient un front uni, commencèrent à se diviser. Mateus, rongé par la culpabilité, se distança de plus en plus du groupe. Il passait ses soirées à boire seul dans sa chambre, évitant tout contact avec Amelia et même avec ses compagnons. Vicente, lui, développa une relation presque amicale avec Amelia. Ils discutaient parfois le soir, après que les autres se soient retirés. Vicente lui parla de sa vie d'esclave, des horreurs qu'il avait vécues, de sa famille qui avait été vendue et dispersée quand il était enfant. Amelia écoutait, et pour la première fois de sa vie, elle entendait vraiment ce que signifiait être réduit en esclavage. Ces conversations transformèrent quelque chose en elle. Elle commença à comprendre la rage qui habitait ces hommes, cette soif de justice ou de vengeance qui les avait poussés à accepter le contrat monstrueux de Gaspard. Lorenzo, quant à lui, développa une forme d'obsession pour Amelia. Il la regardait constamment, cherchait des excuses pour lui parler, pour être près d'elle. Cette attention dérangeait les autres hommes et mettait Amelia de plus en plus mal à l'aise. Un soir, Lorenzo tenta de forcer la porte de la chambre d'Amelia. Elle cria, et les autres hommes accoururent. Thomas et Sébastien empêchèrent Lorenzo d'entrer, et une violente dispute éclata entre eux. Thomas, furieux, rappela que le contrat ne stipulait pas qu'il pouvait abuser d'Amelia de cette manière. L'accord était qu'elle vivrait avec eux, les servirait, mais rien n'avait été précisé concernant des relations intimes forcées. Lorenzo, ivre et enragé, rétorqua que Gaspard leur avait vendu sa femme et que cela impliquait tous les droits d'un mari. La discussion s'envenima au point que Sébastien dut physiquement séparer Thomas et Lorenzo qui en étaient devenus aux mains. Cette nuit-là marqua un point de rupture. Le lendemain matin, Amelia trouva une barre de fer qu'elle cacha dans sa chambre. Elle avait compris que la situation pouvait dégénérer à tout moment et elle devait pouvoir se défendre. Mais elle fit quelque chose d'encore plus significatif.
Elle écrivit une lettre détaillée, racontant tout ce qui s'était passé depuis le 1er avril, tous les détails du contrat, tous les témoins potentiels. Elle cacha cette lettre dans la chapelle de la Fazenda, dans un endroit que seul le père Antonio connaissait. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension croissante. Lourenço, humilié par l'intervention des autres hommes, devint morose et agressif. Il buvait davantage, lançait des regards noirs à Amelia et même à ses anciens compagnons. Mateus, déjà fragilisé, sombra dans une profonde dépression. Il cessait parfois de manger pendant des jours, restait enfermé dans sa chambre, marmonnant des prières et des excuses que personne ne pouvait entendre. Vicente essaya de maintenir une apparence de normalité, mais même lui semblait de plus en plus troublé. Il proposa plusieurs fois de mettre fin à l'arrangement, de rendre Amelia à son mari et d'oublier tout cela. Mais Thomas refusait. Il avait investi tout son argent dans ce contrat et il considérait qu'il devait aller jusqu'au bout, ne serait-ce que par principe. Sébastien, pendant ce temps, était devenu le plus imprévisible du groupe. Il alternait entre des périodes de froideur absolue envers Amelia et des moments où il semblait vouloir engager la conversation avec elle, comme s'il cherchait à justifier ce qu'ils avaient fait. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans la pièce commune, il lui demanda « Tu nous détestes, n'est-ce pas ?» Amelia, qui cousait près de la cheminée, leva les yeux vers lui et répondit avec une honnêteté désarmante « Non, je ne vous déteste pas, je vous comprends mieux que vous ne le pensez. Mais ce que vous avez fait, ce n'était pas de la justice, c'était juste une nouvelle forme d'oppression, et elle vous ronge autant qu'elle me ronge. » Sébastien ne répondit pas. Il sortit dans la nuit, et on l'entendit pleurer pendant des heures. C'est à cette époque qu'un événement extérieur vint compliquer encore la situation. En août 1839, des rumeurs d'une révolte d'esclaves dans une fazenda voisine se répandirent dans toute la région. Les autorités locales, paniquées, renforcèrent la surveillance et les punitions. À Santa Eulalia, Bernardo le contremaître intensifia la répression, fouettant les esclaves pour le moindre signe de désobéissance. Les 5 hommes affranchis, craignant d'être associés à ces troubles, décidèrent de se faire plus discrets. Ils réduisirent leurs déplacements en ville, évitèrent tout contact avec d'autres affranchis ou esclaves. Cette réclusion forcée ne fit qu'intensifier les tensions au sein de la dépendance. Ils étaient maintenant prisonniers de leur propre arrangement, incapables de sortir sans attirer l'attention, forcés de cohabiter dans un espace de plus en plus étouffant. Amelia, elle, observait tout cela avec une lucidité croissante. Elle comprenait qu'elle était au centre d'une situation qui allait inévitablement exploser. Elle savait aussi qu'elle devait se préparer à cette explosion, qu'elle devait avoir un plan. Mais quel plan? S'échapper? Où irait-elle? Retourner vers Gaspard? Il l'avait vendu une fois, il pourrait le refaire. Se réfugier chez ses parents à Paraty. Il la renverrait vers son mari, conformément aux lois et aux coutumes de l'époque. Non, Amelia comprit qu'elle devait trouver une autre solution. Une solution qui impliquerait de manipuler cette situation à son avantage, de jouer sur les divisions croissantes entre les 5 hommes, de les retourner les uns contre les autres. C'était une stratégie dangereuse, mais c'était peut-être la seule qui pourrait la sauver. La nuit du 22 septembre 1839 fut celle où tout bascula. La tension qui s'était accumulée pendant des mois explosa de la manière la plus violente qui soit. Ce qui se passa exactement cette nuit-là resta longtemps un mystère, car les témoignages des survivants étaient contradictoires et fragmentaires. Mais en recoupant ces récits avec les preuves matérielles et les enquêtes ultérieures, on peut reconstituer une partie des événements. La soirée commença comme tant d'autres. Les 5 hommes rentrèrent de leurs travaux respectifs, fatigués et irritables à cause de la chaleur accablante qui s'était abattue sur la région depuis plusieurs jours. Amelia avait préparé le dîner, du riz, des haricots noirs et un ragoût de porc. Ils mangèrent en silence comme d'habitude, chacun perdu dans ses pensées. Mais ce soir-là, Lourenço avait apporté plusieurs bouteilles de cachaça, cet alcool de canne à sucre que les travailleurs de la région consommaient pour oublier la dureté de leur vie. Il en offrit aux autres hommes et tous acceptèrent, même Mateus qui buvait rarement.
L'alcool coula abondamment et avec lui, les langues se délièrent. Lourenço, le plus ivre du groupe, commença à se plaindre. Il disait qu'ils avaient payé une fortune pour avoir Amelia, mais qu'ils n'en profitaient pas vraiment. Qu'elle était là, sous leur toit, mais qu'elle restait intouchable comme une princesse dans sa tour. Que c'était injuste, qu'ils avaient été dupés. Thomas tenta de le faire taire, rappelant que ce n'était pas ce qu'ils avaient convenu. Mais Lourenço, déchaîné, lança des accusations. Il dit que Thomas avait des conversations secrètes avec Amelia, qu'il la protégeait, que peut-être il avait des sentiments pour elle. Vicente intervint pour défendre Thomas, et bientôt tous criaient, s'accusant mutuellement de trahison, de faiblesse, de lâcheté. Amelia, qui assistait à cette scène depuis le coin de la pièce où elle s'était réfugiée, sentit que quelque chose de terrible allait arriver. Elle tenta de se retirer discrètement vers sa chambre, mais Lourenço la remarqua. Il se leva brusquement, la saisit par le bras. « Où tu crois aller? Tu es à nous. On t'a payé. » Amelia tenta de se dégager, mais Lourenço resserra sa prise. Ce fut Vicente qui réagit le premier, se jetant sur Lourenço pour le forcer à lâcher Amelia. Mais au lieu de calmer la situation, son intervention ne fit que l'aggraver. Sebastião, ivre lui aussi, se leva pour séparer Vicente et Lourenço, mais ses gestes maladroits ne firent qu'ajouter à la confusion. Ce qui suivit fut une mêlée chaotique. Les coups pleuvaient, les hommes s'agrippaient les uns aux autres, tombaient, se relevaient. Amelia profita de la confusion pour s'échapper vers sa chambre. Elle s'enferma à clé et saisit la barre de fer qu'elle avait cachée, prête à se défendre si quelqu'un essayait de forcer sa porte. Dans la pièce commune, la bagarre continuait. Matheus, qui avait assisté à la scène dans un état de stupeur horrifié, sortit soudain de sa torpeur. Il se mit à hurler, des mots incohérents sur le péché, la damnation, la colère de Dieu. Puis il courut vers la porte, l'ouvrit en grand et s'enfuit dans la nuit. Les 4 hommes restants, momentanément distraits par la fuite de Matheus, cessèrent de se battre. Ils se regardèrent, haletants, couverts de sueur et de poussière, et réalisèrent soudain l'horreur de ce qu'ils étaient en train de faire. Thomas fut le premier à parler d'une voix brisée. « Qu'est-ce que nous sommes devenus ?» Vicente, le visage ensanglanté suite à un coup qu'il avait reçu, s'assit lourdement sur une chaise. Sebastião s'appuya contre le mur, la tête dans les mains. Même Lourenço, à l'origine de l'altercation, semblait soudain dégrisé, conscient de la ligne qu'ils avaient presque franchie. Mais la nuit n'était pas terminée. Dehors, Matheus courait vers la grande maison de la fazenda. Dans son état de panique et d'ivresse, il avait décidé qu'il devait tout avouer à Gaspard, qu'il devait mettre fin à cette folie. Il martela la porte de la grande maison jusqu'à ce que Gaspard, réveillé et furieux, vienne ouvrir. Ce qui se passa entre Gaspard et Matheus ne fut jamais clairement établi. Selon les domestiques qui entendirent des bribes de la conversation, Matheus raconta tout à Gaspard. La bagarre, les tensions, le fait que Lourenço avait essayé de forcer Amelia. Il supplia Gaspard de mettre fin au contrat, de reprendre sa femme, de leur rendre leur argent. La réponse de Gaspard fut brutale. Non seulement il refusa de rompre le contrat, mais il menaça Matheus de le faire arrêter pour avoir troublé son sommeil et causé du scandale. Il lui ordonna de retourner à la dépendance et de ne plus jamais venir le déranger. Quand Matheus insista, Gaspard appela Bernardo le contremaître et lui ordonna de chasser cet homme de sa propriété. Matheus, désespéré, quitta la grande maison et erra dans la fazenda pendant une partie de la nuit. À l'aube, un esclave qui se rendait au champ le trouva pendu à un arbre près de la rivière. Il avait utilisé sa propre ceinture pour mettre fin à ses jours. Dans sa poche, on trouva un bout de papier sur lequel il avait griffonné quelques mots à peine lisibles. « Pardonne-moi, Seigneur, pour ce que j'ai fait. » La mort de Matheus secoua profondément les 4 hommes restants. Ils comprirent que leur arrangement avait franchi un point de non-retour. Quelqu'un était mort à cause de cette folie, et ce ne serait peut-être pas le dernier. Les semaines qui suivirent la mort de Matheus furent remarquées par un changement radical dans la dynamique de la dépendance. Les 4 hommes restants semblèrent perdre toute volonté de maintenir l'arrangement initial.
Lorenzo, rongé par la culpabilité, car c'était sa violence qui avait déclenché la chaîne d'événements menant au suicide de Matthäus, se mura dans un silence total. Il accomplissait ses tâches mécaniquement, évitait tout contact avec les autres, et passait ses soirées enfermé dans sa chambre. Vicente et Sébastien, de leur côté, essayèrent de maintenir une apparence de normalité, mais c'était une façade qui s'effritait de jour en jour. Ils parlaient peu, mangeaient encore moins, et semblaient hantés par quelque chose qu'ils ne pouvaient exprimer avec des mots. Thomas, le leader qui avait orchestré tout cet arrangement, était celui qui semblait le plus affecté. Il avait perdu toute son assurance, toute sa conviction. Il passait des heures assis dans la pièce commune, fixant le vide, se parlant parfois à lui-même. Amélia, qui l'observait à distance, voyait un homme en train de se désintégrer sous le poids de ses propres choix. C'est durant cette période que le père Antonio intensifia ses interventions. La mort de Matthäus avait officiellement été déclarée comme un suicide, mais le prêtre soupçonnait que quelque chose de plus sombre se cachait derrière cet acte désespéré. Il interrogea les domestiques de la fazenda, recueillit des témoignages fragmentaires et finit par reconstituer une partie de l'histoire. Il confronta Gaspard, exigeant qu'il mette fin immédiatement au contrat monstrueux qu'il avait conclu avec les 5 hommes. Gaspard refusa d'abord, prétextant que c'était un arrangement privé qui ne concernait pas l'Église. Mais le père Antonio menaça de porter l'affaire devant l'évêque de Rio de Janeiro et de rendre publique cette abomination. Gaspard, craignant le scandale et ses répercussions sur sa réputation déjà fragile, céda partiellement. Il accepta de rencontrer les 4 hommes restants pour discuter d'une possible résiliation anticipée du contrat. La réunion eut lieu début novembre 1839, dans la grande maison. Gaspard, les 4 hommes, et le père Antonio comme médiateur. Amélia ne fut pas conviée, car dans cette société patriarcale, les décisions concernant son sort se prenaient sans elle. Mais elle écouta depuis une pièce adjacente, déterminée à savoir ce qui serait décidé de sa vie. Gaspard ouvrit la discussion en déclarant qu'il était prêt à considérer une rupture du contrat si les hommes acceptaient de renoncer à une partie de l'argent qu'ils avaient versé. Il proposait de leur rendre 15 contos de reis sur les 25 initiaux, gardant 10 contos comme compensation pour le préjudice causé à sa famille par le scandale. Cette proposition déclencha une réaction violente de la part de Sébastien. Il accusa Gaspard d'avoir orchestré toute cette situation pour s'enrichir au détriment de tous, de les avoir piégés dans un arrangement immoral pour ensuite les faire chanter. Thomas, de son côté, resta silencieux, comme s'il n'avait plus la force de se battre. Vicente, avec la sagesse de ses années, proposa un compromis. Ils accepteraient la proposition de Gaspard, mais à une condition: qu'Amélia soit officiellement séparée de son mari et reçoive une pension qui lui permettrait de vivre indépendamment. Gaspard refusa catégoriquement. Il ne voulait pas du scandale d'une séparation officielle, et il n'avait aucune intention de verser une pension à une femme qu'il considérait comme lui ayant déjà coûté trop cher. Le père Antonio intervint alors, rappelant à Gaspard ses devoirs de chrétien et d'époux. Il menaça à nouveau de rendre publique toute l'affaire si un arrangement équitable n'était pas trouvé. Après des heures de négociations tendues, un compromis fut finalement atteint. Les 4 hommes accepteraient de rompre le contrat et de récupérer 15 contos de reis. Amélia ne retournerait pas vivre avec Gaspard dans la grande maison, mais elle serait logée dans une petite maison à Paraty, propriété de l'église, où elle vivrait sous la protection du père Antonio. Gaspard verserait une modeste pension mensuelle pour son entretien. En échange, Amélia s'engageait à ne jamais parler publiquement de ce qui s'était passé, et les 4 hommes jureraient également le silence. Le contrat officiel fut dissous en décembre 1839, soit 9 mois après son début, au lieu des 12 mois initialement prévus. Les documents furent signés, l'argent échangé, et chacun repartit avec ses secrets et ses blessures. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Amélia s'installa effectivement dans la petite maison de Paraty. Elle vécut là pendant près de 8 ans, menant une existence discrète, travaillant parfois comme couturière pour subvenir à ses besoins, car la pension de Gaspard était irrégulière et maigre.
Elle ne retourna jamais à Santa Eulalia, ne revit jamais son mari. En 1847, quand Gaspard mourut d'une cirrhose du foie, conséquence de ses années d'alcoolisme, elle n'assista pas aux funérailles. Ce qui est remarquable, c'est qu'Amelia survécut à presque tous les protagonistes de ce drame. Gaspard mourut en 1847. Lorenzo disparut en 1842 et on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Certains disaient qu'il était parti vers le nord, cherchant à fuir ses démons. Sébastien mourut en 1844 dans un accident de travail sur les docks de Paraty. Vicente, le vieil homme sage, s'éteignit paisiblement en 1850, entouré de sa nouvelle famille, car il s'était remarié et avait eu des enfants. Seul Thomas vécut aussi longtemps qu'Amelia. Il s'était installé dans une petite propriété à l'extérieur de Paraty, où il cultivait du maïs et des haricots. Il ne se maria jamais, vécut seul, hanté par le passé. En 1863, alors qu'il était sur son lit de mort, il demanda à voir Amelia. Elle vint après avoir longtemps hésité. Leur conversation ne dura que quelques minutes. Thomas lui demanda pardon pour ce qu'il avait fait, pour le marché monstrueux qu'il avait conclu, pour avoir cru que la vengeance ou la justice pouvaient justifier de tels actes. Amelia le regarda longuement, puis elle dit simplement « Je vous ai pardonné il y a longtemps. Pas parce que vous le méritiez, mais parce que la haine aurait été un poids trop lourd à porter. » Thomas mourut le soir même, et Amelia assista à ses funérailles, seule pleureuse d'un homme que personne d'autre ne voulait honorer. Amelia vécut jusqu'en 1878. Elle mourut à l'âge de 65 ans, dans la même petite maison de Paraty où elle avait passé tant d'années. Le père Antonio, qui était mort bien avant elle, avait laissé des instructions pour que la maison lui appartienne jusqu'à sa mort. Elle fut enterrée dans le cimetière de la paroisse, sous une simple pierre tombale qui ne mentionnait que son nom et ses dates de naissance et de décès. Rien sur son mariage, rien sur sa vie à Santa Eulalia, rien sur le contrat qui avait failli la détruire. Mais elle avait laissé quelque chose. Avant sa mort, elle avait écrit un long témoignage de tout ce qui s'était passé. Elle l'avait confié à une jeune femme du voisinage qui savait lire et écrire, avec l'instruction de le remettre aux autorités seulement après sa mort et celle de tous les protagonistes. Ce document, découvert en 1885, causa une sensation considérable dans la région. Il fut étudié par des historiens, des juristes, des ecclésiastiques, tous cherchant à comprendre comment une telle abomination avait pu se produire. Mais le document soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Car dans son témoignage, Amelia avait fait quelque chose d'inattendu. Elle n'avait pas simplement raconté les faits. Elle avait réfléchi sur la nature de l'oppression, sur la façon dont les victimes peuvent devenir des bourreaux, sur la complexité de la justice et de la vengeance. Elle avait écrit sur les 5 hommes avec une compassion troublante, reconnaissant que leur acte, aussi monstrueux fût-il, était le produit d'un système qui les avait déshumanisés pendant des décennies. Le passage le plus cité de son témoignage était celui-ci. On me demandera peut-être pourquoi je n'ai pas cherché à m'échapper plus tôt. Pourquoi je n'ai pas immédiatement porté plainte. Pourquoi j'ai accepté ce silence. La vérité est que j'ai compris, pendant ces mois terribles, que je vivais dans une société où je n'avais jamais vraiment été libre. Épouse ou prisonnière, quelle différence? Dans les 2 cas, j'étais la propriété de quelqu'un. Ces 5 hommes m'ont montré, de la manière la plus brutale qui soit, ce que signifiait vraiment être un objet. Et paradoxalement, c'est cette prise de conscience qui m'a finalement libéré. Non pas physiquement, mais dans mon esprit. Ce témoignage déclencha un débat intense dans le Brésil de la fin du XIXe siècle, alors que le mouvement abolitionniste prenait de l'ampleur. Certains abolitionnistes utilisèrent l'histoire d'Amelia pour illustrer les horreurs du système esclavagiste et ses effets corrupteurs sur tous, maîtres comme esclaves. D'autres critiquèrent cette interprétation, arguant que les 5 hommes étaient pleinement responsables de leurs actes et ne pouvaient se cacher derrière leur passé d'esclaves pour justifier ce qu'ils avaient fait à Amelia. Le débat n'a jamais vraiment été résolu. L'histoire d'Amelia reste une plaie ouverte dans l'histoire du Brésil.
un rappel des profondeurs d'horreur auxquelles peut mener un système qui traite les êtres humains comme des marchandises. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Paraty, vous pouvez encore voir la petite maison où Amelia a vécu ces dernières années. Elle a été préservée et transformée en un petit musée dédié à l'histoire des femmes pendant la période esclavagiste. Dans une vitrine, on peut voir une copie du témoignage d'Amelia, ainsi que le contrat original qui a été retrouvé dans les archives municipales. La Fazenda Santa Eulalia, quant à elle, a été abandonnée après la mort de Gaspard. Sans héritier direct et criblée de dettes, elle fut saisie et vendue morceau par morceau. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, des murs de pierre envahis par la végétation, les fondations de la grande maison et ses baraquements où tant d'êtres humains ont souffert. Les habitants de la région disent que l'endroit est maudit, qu'on y entend parfois des cris dans la nuit. Mais ce ne sont pas des fantômes qui hantent ces ruines. Ce sont les souvenirs d'une histoire que nous préférerions oublier, mais que nous devons nous forcer à regarder en face. L'histoire d'Amelia Rodrigue Ferreira Veloso da Costa nous confronte à des questions dérangeantes sur la nature humaine, sur les systèmes d'oppression et sur la façon dont ils corrompent tout le monde, oppresseurs comme opprimés. C'est une histoire sans héros, sans rédemption facile, sans fin heureuse. C'est juste l'histoire de personnes prises au piège d'un système inhumain qui ont fait des choix terribles et qui ont vécu avec les conséquences de ces choix jusqu'à la fin de leurs jours. Voilà l'histoire terrible de ce maître qui offrit sa femme à 5 esclaves pour payer ses dettes et de ce qui arriva après. Cette histoire vous a-t-elle choqué? Pensez-vous qu'Amelia aurait dû agir différemment? Et les 5 hommes, étaient-ils des victimes qui sont devenus bourreaux ou simplement des bourreaux qui utilisaient leur passé comme excuse? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aux histoires sombres de notre passé. Ces histoires sont douloureuses, mais elles sont nécessaires. Car c'est seulement en regardant honnêtement notre histoire, dans toute son horreur, que nous pouvons espérer ne pas répéter les mêmes erreurs. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les archives oubliées de l'histoire.